Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, situation tendue à Banfora après l'intronisation d'un deuxième chef de canton. Ce matin, 2 personnes ont perdu la vie suite à une altercation. Un couvre-feu a été décrété depuis ce lundi 17 juin dans la ville de Banfora. Les faits dans ce journal avec notre correspondant sur place. La perpétuité pour les généraux Djendéré et Bassolé, 25 ans pour certains et 10 ans ferme pour d'autres. Certaines peines sont assorties de sursis. Le parquet militaire, après avoir procédé à un rappel des faits, a requis ces peines à l'encontre des accusés. Les détails dans quelques instants. Lui aussi risque une peine d'emprisonnement. Omar El-Béchir comparaîtra la semaine prochaine devant un tribunal à Khartoum. L'ex-président soudanais devrait répondre de crimes économiques, corruption et possession illégale de devises étrangères. Un procès qui sonne le début d'une série d'ennuis judiciaires pour le président déchu. Bienvenue à tous. La tendance est à l'inclusion financière de toutes les couches sociales. Le groupe Ecobank n'est pas en marge de cette démarche. Sa stratégie, il l'a déclinée ce lundi à Kosiam. La nouvelle équipe dirigeante de la banque panafricaine au Burkina a été reçue en audience par le chef de l'État. Les détails avec Konsoum Koulibaly et Vincent Kiandreburo. Inclusion financière et développement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, c'est entre autres les sujets abordés par la délégation du groupe Ecobank, conduite par son directeur général et le président du Faso. Nous avons eu à parler de l'économie, mais surtout nous avons passé beaucoup de temps sur la question des jeunes pour voir comment est-ce que le secteur bancaire en relation avec le gouvernement peut aider à créer des opportunités économiques pour les jeunes. Nous avons aussi parlé de l'inclusion financière et en particulier de la question des petites et moyennes entreprises pour nous assurer que ce soit vraiment les facteurs du développement économique. C'était aussi l'occasion de présenter au chef de l'État le nouveau directeur général de Ecobank Burkina Faso. Le défi, ça va être tout d'abord de continuer le travail qui a été fait par mon prédécesseur, en apportant donc notre appui, bien sûr, au gouvernement, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général du groupe, et aussi appuyer beaucoup les PME, PMI, qui sont véritablement les vecteurs, le poumon de l'économie. Et donc c'est à travers ces 2 axes, et bien évidemment, on a insisté beaucoup là-dessus également, accompagner les jeunes dans la création d'emplois, dans la création, et aussi moderniser le système bancaire à travers notre nouvelle application qu'on appelle Ecobank Mobile App, que nous allons donc beaucoup vulgariser à travers le pays pour faciliter l'inclusion financière. Une inclusion qui touchera jusqu'au monde rural, qui jusque-là a un accès limité au guichet des banques, selon le directeur général de Ecobank Burkina Faso. Et avant cette audience, le président du Faso a procédé à l'installation de la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale. Elle est forte d'une centaine de membres et qui ont, à partir de ce jour, 100 jours pour déposer un rapport. La nouvelle politique de sécurité du Burkina, qui est dans le viseur, devra répondre aux défis actuels et futurs en la matière. Frédéric Etienne Bassenga nous en parle. Ils viennent de tous les horizons de la nation et ils ont le devoir d'élaborer la politique de sécurité nationale. Ici, l'objectif est clair. Il faut doter le Burkina d'un appareil de sécurité fiable, républicain, redevable et en adéquation avec les ressources. Les Burkinabés doivent également se reconnaître en cette politique. La commission est composée, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un comité scientifique. Il y a un comité de supervision qui est là effectivement pour s'assurer que la commission travaille dans les meilleures conditions possibles. Un comité scientifique pour la direction des travaux. On peut se répéter même dire direction scientifique des travaux, pour qu'on soit sûr que les travaux qui vont sortir ont un côté objectif. Et puis, il y a une commission très large d'élaboration qui est composée des représentants de tous les ministères, qui est composée des représentants de la société civile, qui est composée des représentants de certaines organisations sociopolitiques, professionnelles, qui sont importantes dans la société, comme les syndicats, comme les patrons, comme
voilà, comme certains groupes, hein, les groupes qui sont liés à la sécurité, comme les sociétés de gardiennage. Hein. L'appel à toutes les composantes de la nation, c'est le président du Faso qui l'a voulu. Pour lui, face aux défis actuels et à venir, il faut adapter la vision du Burkina en matière de sécurité. La politique de sécurité nationale qui sera élaborée et adoptée constitue le début d'un chantier de réforme que notre peuple doit nécessairement entreprendre et que je me suis engagé à traduire en actions concrètes au profit de tous. Cette politique retracera notre vision sur une sécurité durable, reflètera nos valeurs, nos intérêts nationaux et aussi la manière de les préserver et de les promouvoir. Les stratégies nationales et sectorielles qui en découleront apporteront plus de clarté quant aux missions, responsabilités et redevabilités de chaque composante des forces de défense et de sécurité et des institutions qui les gèrent et qui les supervisent. Cette commission a 100 jours pour déposer son rapport. Elle devra en plus élaborer un projet de loi sur la réorganisation de l'architecture générale de la sécurité nationale. La crise autour de la chefferie à Banfora a dégénéré ce lundi matin. 2 personnes ont trouvé la mort à la suite de ce conflit qui oppose le fils du défunt chef et son oncle. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le haut commissaire de la province de la Comoé a instauré un couvre-feu pour compter de ce 17 juin de 22h à 5h du matin. Aussi, toute activité relative à la chefferie coutumière dans le dit canton est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Retrouvons à présent notre correspondant Karim Sissé à Banfora. Karim Sissé, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Alors, quelle est la situation qui prévaut à cette heure dans la cité du Paysan Noir? Après une matinée agitée, c'est un calme qui règne ici à Banfora. La cité à l'allure d'une ville morte par endroits. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le terrain, question d'éviter ou d'empêcher tout affrontement. Un comité de crise a été mis en place par les autorités locales. Et Peggy, comme vous l'avez dit, le haut commissaire a instauré un couvre-feu et suspendu toute activité liée à la chefferie coutumière du canton de Banfora, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les 2 personnes qui ont perdu la vie ont été inhumées dans l'après-midi. Le couvre-feu entre en vigueur dans moins de 2 heures. Et en tout cas, les autorités ici mettent tout en œuvre pour maîtriser la situation. Le gouverneur de la région des Cascades appelle la population au calme et à la retenue. Et tous espèrent l'apaisement des esprits pour le retour de la sérénité ici dans la cité du Paysan Noir. Merci à vous, Karim Sissé. Vous étiez au téléphone donc de Banfora et vous nous faisiez donc le point sur la situation qui prévaut dans cette ville. 6 mois après le drame de Yirgou, la justice se fait toujours attendre, regrette des organisations de la société civile, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés interpellent tous deux le gouvernement. Ils attendent que la vérité soit dite et que les auteurs soient punis à la hauteur de leur forfait. Le compte-rendu d'une conférence de presse animée à Dori dans le Sahel avec Ibrahim Kagoné et Mariama Tamboura. Vérité et justice pour toutes les victimes du drame de Yirgou. C'est la substance de cette conférence avec les hommes et femmes des médias de la région du Sahel. Le collectif note tout de même des avancées et interpelle le gouvernement à un traitement diligent du dossier. L'enquête sur l'assassinat du chef du village de Yirgou est bouclée et le dossier est transféré au tribunal militaire qui en aurait compétence. Là, nous félicitons le parquet de Kaya et ses OPJ et encourageons la justice militaire à traiter ce dossier au pas de militaires. Pour ce qui concerne le massacre de Yirgou, il y a près de 200 personnes auditionnées, toutes des victimes et témoins. Environ 180 suspects identifiés et répertoriés selon leur village, mais aucune interpellation jusqu'à ce jour. Selon les membres du collectif, ce qui se passe à Arbinda est la résultante de la mauvaise gestion du drame de Yirgou. Une situation que dénonce le collectif qui n'entend pas baisser la garde dans cette lutte pour la justice. Cette conférence de presse
entre dans le cadre de la commémoration des 6 mois du massacre de Yirgou. Selon les conférenciers, d'autres activités sont prévues les jours à venir pour toujours, disent-ils, réclamer justice. Le CEPAFAR s'intéresse plutôt au vivre ensemble qui se retrouve perturbé avec cette montée de la criminalité. Le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables a placé sa 4e journée de communion et de partage dans un contexte lié au terrorisme. Les cadres catholiques sont invités à une introspection, mais aussi à des témoignages. On en sait plus avec Oscar Soulama et Nathalie Savadogo. Comment vivre ensemble dans un contexte d'insécurité et les exigences du témoignage chrétien? La question était au menu des échanges entre cadres et responsables catholiques au Centre national cardinal Paul Zumbrana. J'ai tout simplement essayé de faire une lecture chrétienne de la situation actuelle à partir d'éléments récoltés, d'éléments de sociologie du terrorisme et projeter la lumière de la foi sur le contexte et la réalité qui s'y cache et voir comment la réalité se présente sous la lumière de la foi. Et cette réalité se présentait tout simplement comme une situation de péché, donc d'offense à Dieu et d'offense aussi à ses enfants. Et par conséquent, l'attitude du chrétien face à cette situation-là est la conversion, qui appelle d'abord une conversion personnelle et ensuite une transformation des structures. Cette rencontre est la 4e du genre, initiée par le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. L'ensemble doit être notre quotidien. Nous devons travailler chacun là où il est, et particulièrement en tant que responsable, à nos niveaux de responsabilité, à nos niveaux de famille, et à nos cercles restreints, à promouvoir ce vivre ensemble à travers le témoignage de foi. Nous sommes terrassés, mais pas anéantis. Nous sommes affligés, mais pas désespérés, parce que nous croyons que Dieu aura toujours le dernier mot. Et le dernier mot que Dieu aura, c'est bien sûr le mot de l'amour, le mot de la paix, le mot de la justice et le mot de la cohésion sociale. Au terme de leur réflexion, les cadres catholiques ont porté les préoccupations de tout le pays en prière au cours d'une célébration eucharistique. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Au terme de 16 mois de débat sur les mobiles et les responsabilités dans l'affaire du putsch de septembre 2015, le parquet militaire dévoile ses réquisitions. Les propositions de peine formulées par les procureurs militaires vont de 15 mois avec sursis à l'emprisonnement à perpétuité, notamment pour les 2 généraux. Les détails avec Nongba Kouda et Zoubaviel David Dabiré. Le parquet militaire livre ses réquisitions dans l'affaire du putsch de septembre 2015. Les parquetiers requièrent une peine d'emprisonnement à vie contre Djibril Bassolé et Gilbert Djendjéré pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre et trahison. Une demande de destitution de grade est également formulée contre les 2 généraux. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc ce n'est pas le parquet qui décide, c'est le tribunal donc qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. La perpétuité ne peut pas m'émouvoir, donc je vais prendre tout mon temps, tout mon calme et puis expliquer au tribunal ce que j'ai à dire. À l'encontre des politiques inculpés dans cette affaire, tels Léos Koné, Herman Yamiogo et Salifou Savadogo, le parquet requiert 5 ans d'emprisonnement assorti de sursis. Quand vous avez commis les actes les plus graves et que vous n'avez fait aucun repentir, eh bien, vous ne pouvez espérer qu'aux peines les plus graves, parce que c'est comme dans un jeu de loterie en ce moment, soit vous gagnez, soit vous perdez. Ils ont perdu, ce n'est que la peine maximale qui peut être requise. Et là encore, il appartiendra au tribunal peut-être d'aller plus loin, je ne sais pas, que le parquet, parce que nous avons noté que le parquet n'a pas requis de peine complémentaire. Il y a beaucoup d'accusés dans cette salle qui sont décorés. Le parquet n'a pas requis en fait la déchéance de la décoration. Il y a des politiques dans cette salle qui ont commis un coup d'État. Le parquet n'a pas requis de dégradation des droits civiques. Et je pense que peut-être que voilà, le tribunal au moins lui saura regarder aussi dans ce sens-là.
Les sous-officiers Éloi Badiel, Roger Koussoubé, Alice Sanou et autres, présentés comme les bras armés du putsch, sont coupables d'attentats à la sûreté de l'État et meurtres selon le parquet militaire qui requiert 25 ans ferme à leur encontre et propose 10 ans ferme pour le journaliste Adama Ouedraogo Didamis et le bâtonnier Mamadou Traoré. 5 ans assortis de sursis sont requis pour le lieutenant-colonel Mamadou Bamba et le capitaine Abdoulaye Dao. Le parquet militaire demande toutefois l'acquittement pour le colonel Omer Bationo et le capitaine Gaston Ouedraogo pour infraction non constituée. L'audience reprend le jeudi 27 juin 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec le début des plaidoiries des avocats de la défense. La suite de ce journal nous conduit à Gaïri, dans la province de la Komandjari, région de l'Est. C'est là que se poursuit la tournée du président de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Zéphirin Diabré et sa délégation ont dans le viseur les élections de 2020. Les militants à la base ont été invités à resserrer les rangs et pas que. Et c'est ce que nous disent Alassane Kendro Beogo avec Dahadi Banga et Ibrahim Sanou. C'est à travers ces slogans que Zéphirin Diabré et sa délégation sont accueillis à l'entrée de Gaïri. Cette équipe de l'Union pour le progrès et le changement UPC dit venir échanger avec les responsables des sections et sous-sections du parti en vue de mieux préparer les élections de 2020. Nous avons fait élire de nouveaux responsables à la faveur donc du congrès de l'an passé. Il est normal qu'on vienne vérifier sur le plan physique qui sont ces nouveaux responsables-là. Bien entendu, quand nous nous rencontrons, nous parlons d'abord des questions ou des problèmes liés à la vie du parti, au sein de la province et dans les communes. Quels sont les atouts, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer là où on doit réparer ou améliorer là où on doit améliorer. Mais vous imaginez bien qu'au-delà de ça, nous parlons aussi politique. Et le sujet qui est le plus important aujourd'hui dans notre esprit à tous, c'est la préparation des échéances de 2020. Et ces élections de 2020, le parti du Lion l'attend avec sérénité, foi de son secrétaire général, section de la Komandjari. Les gens savent le bienfait du parti, les gens connaissent les fondements du parti et les gens ont adhéré, non pas sur une personne, mais sur les idéaux du parti de l'UPC. Ils sont vraiment très bien. Nous sommes confiants pour les élections à venir. Il ne se fait pas 3 jours dans la Komandjari où des gens nous tapent à notre porte pour dire « je demande la carte de l'UPC ». Donc nous sommes plus que rassurés. Cette sortie de Zéphirin a été mise à profit pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité de cette zone en proie à l'insécurité depuis un certain temps. Le chef coutumier de Gaïri a également reçu la visite de la délégation. Vers un plaidoyer unique pour la protection sociale ancrée sur les enfants vivant en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le chemin qui mène à cette volonté affichée passe par une mise en commun des rapports sur la question. Réunis à Ouagadougou sous l'égide de la primature du Burkina et de l'UNICEF, des spécialistes vont s'y atteler durant les 4 prochains jours. Adama Guiti et Caroline Ouari. L'Afrique, dans ses parties ouest et centre, fait face à un autre défi en lien avec la gestion des populations, la protection sociale ancrée sur les enfants. Dans ces régions du monde, l'on a enregistré plus de 30% de décès d'enfants de moins de 5 ans en 2017, selon des chiffres du rapport mondial sur le cas des enfants. Cette situation est causée par la faible, voire la quasi-absence de couverture sociale en direction des enfants. Réunis à Ouagadougou, des spécialistes de la question vont 5 jours durant faire le point de la situation de leurs pays respectifs. Les 24 pays de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans lesquels travaille l'UNICEF, et donc tous ces pays sont représentés par un membre du gouvernement et un membre de l'UNICEF. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger des idées sur la protection sociale. Certains pays sont plus avancés, d'autres moins. Le Burkina est déjà bien avancé puisqu'il y a en place déjà une politique nationale de protection sociale et un plan d'action. Et l'idée, c'est vraiment de passer du papier à l'action. Pour être bref, mais c'est ça. Souvent, nous avons des belles politiques, mais la mise en œuvre de ces politiques devient un petit peu plus difficile.
Pour ce qui concerne le Burkina, la question de la protection sociale est prise en compte dans le programme national de développement économique et social. De cette rencontre de Ouagadougou, conjointement organisée par le Premier ministère et l'UNICEF, est attendue la mise en commun des rapports sur la situation de chaque pays représenté en vue de proposer un plaidoyer commun à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Poste, au diapason de l'évolution du monde, les services postaux se modernisent à l'ère du numérique. Le e-commerce, la banque postale sont des pistes explorées par les experts de la Poste africaine. Ils sont réunis à Ouagadougou à la faveur du 38e Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Il est question d'évolution dans cette session de Raman Guéné. Toutes les sommités de la communauté postale africaine sont là à ce conseil d'administration de Ouagadougou. 38e du genre, l'Union panafricaine des postes le veut comme le déclic d'un repositionnement de l'offre postale, celle de suivre et de devancer même souvent l'évolution des besoins. La Poste est en train d'être réinventée vraiment dans un nouvel environnement avec de nouveaux besoins et de nouveaux modes de consommation. Et aujourd'hui, nous parlons de commerce électronique. Le commerce électronique se développe énormément. Il va falloir que la Poste puisse véritablement se positionner pour tirer le meilleur profit. L'ensemble de ces services traditionnels que la Poste offrait dans le monde physique se sont transposés dans le monde numérique. Et il va falloir donc justement les assurer à ce niveau. Depuis le boom du numérique, la Poste traverse une période de turbulence. Mais à l'Union panafricaine des postes, la concurrence est un atout qui doit être profitable à ce grand réseau, la communauté postale universelle. Tous les bureaux de poste au monde constituent, selon la constitution de l'Union postale universelle, un seul territoire postal qui regroupe environ 660 000 bureaux de poste interconnectés. Vous pouvez à tout moment envoyer de l'un vers l'autre de la marchandise, de la communication, des mandats. Les délibérations de ce conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes pourront redorer le blason de la poste africaine. L'Union panafricaine des postes regroupe l'ensemble des pays africains avec pour siège Arusha en Tanzanie. Et c'est la fin d'un salon professionnel qui porte justement sur l'innovation digitale. Après 2 jours de travaux, le salon Africa Digital tire un bilan positif des activités menées. Il s'agit entre autres de panels, de débats, mais aussi de concours organisés autour donc du thème de la transformation digitale et la confiance numérique. On en sait plus avec Moussa Outraogo et Zalissa Sanfo. Au salon professionnel de l'innovation digitale et de la sécurité numérique, Africa Digital Space, l'heure est au bilan. Un instant pour récompenser ceux qui œuvrent à rendre le monde plus simple à travers le numérique. Et pour cette 2e édition, le premier prix de l'étalon de l'innovation digitale revient à Zeta Technologies. C'est vraiment une surprise puisque la compétition était vraiment rude. Alors notre projet est dénommé Zeta Transit. C'est une application de gestion, elle intègre tout ce qu'il y a comme gestion commerciale, mais orientée au niveau du métier du transit. Eux, ils ont énormément de règles de calcul, ce qui fait que le traitement des dossiers prend énormément de temps. Donc cette application-là leur permet de faciliter le temps de traitement et du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ils faisaient les dédouanements aux environs d'une semaine parce qu'ils devaient se déplacer, aller au point de ralliement pour récupérer les marchandises, ensuite revenir. Les traitements, les calculs étaient faits manuellement et bon, là maintenant c'est automatisé. En 1 jour on peut faire un traitement. Des lauriers et ce 2e salon dédié au digital referme ses portes avec un satisfecit général. Aujourd'hui, le numérique, c'est un atout, c'est un avantage, c'est bénéfique, mais il faut être accompagné, être conseillé, assisté, voilà, pour se protéger. Rendez-vous est pris du 11 au 13 juin 2020 pour encore parler d'innovation digitale et de sécurisation numérique afin d'accompagner tous les développeurs à créer un Burkina connecté. La RTBL aussi est connectée et les amoureux du ballon rond sont concernés. Ils pourront vivre pleinement toutes les étapes de la 32e Coupe d'Afrique des Nations en Égypte 2019 sur la télévision du Burkina. La chaîne est au cœur de l'événement grâce à une synergie d'action.
Le directeur général de la RTB nous donne des explications. Nous sommes un média de service public et donc nous avons pour mission d'informer, d'éduquer, mais également de distraire. Et donc la CAN est un événement majeur pour le continent africain, pour la jeunesse africaine, et il n'était pas du tout judicieux pour la RTB d'être en retrait de ce rendez-vous majeur-là sous prétexte que les étalons ne sont pas qualifiés. Je crois que les Burkinabés aiment bien le football. Il faut remercier le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il faut remercier le Premier ministre. Il faut remercier également le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, en tout cas qui se sont mobilisés depuis quelques semaines pour que les montants nécessaires puissent être réunis pour pouvoir obtenir donc ces droits-là par le truchement de l'UAR. Et la RTB, qui est le groupe média leader, sera au cœur de cette CAN-là pour le grand bonheur, en tout cas, des téléspectateurs burkinabés. C'est un package. C'est effectivement un package qui est livré. En plus de la CAN senior, nous avons effectivement la CAN des juniors, nous avons la CAN des cadets, nous avons la CAN féminine, nous avons le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, nous avons également les Jeux africains et puis nous avons les coupes interclubs de la CAF. Donc véritablement dans les mois qui viennent, le public pourrait être servi en termes d'actualité sportive et ça, nous sommes vraiment fiers de l'annoncer aujourd'hui et dire aux téléspectateurs qu'on aura des plateaux d'animation, on aura des résumés. C'est 52 matchs avec, comme je l'ai dit, des possibilités pour ceux qui font de la publicité, ceux qui veulent vendre des produits, ceux qui veulent faire la promotion de leurs entreprises, de venir voir la direction commerciale. Et je crois qu'il y a des prix attractifs qui sont proposés pour permettre donc aux uns et aux autres d'avoir satisfaction. Réalisé par Jérôme Tienrebego et dont l'intégralité vous sera proposée tout à l'heure au magazine des sports. L'émotion était vive à Gawa. L'ambassadeur Benoît Kambou a été accompagné à sa dernière demeure ce dimanche. Un ultime hommage lui a été rendu à cet enseignant-chercheur et premier président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Alassane Bani avec Isiaka Nana. C'est dans la cité de Bafouji, terre qu'il a vu naître dans les années 1952, que repose désormais l'ambassadeur Benoît Kambou, décédé le 11 juin dernier à Ouagadougou. Et c'est ici, à son domicile au quartier Djengele de Gawa, que le professeur est porté en terre. Benoît, je lui dis, c'est un baobab qui est tombé. C'est un grand vide qu'on ne pourra pas combler. Dans la famille, bon, c'est l'homme qu'on voyait. Il aide tout le monde quand tu lui présentes tes problèmes, quand tu lui dis tes problèmes, il n'hésite pas. Bon, mais comme c'est Dieu qui en a décidé ainsi, on s'en tient à ça. S'en remettre à Dieu pour apaiser la douleur. Et au-delà de sa famille, c'est tout le Burkina Faso qui pleure l'illustre disparu. Enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, fondateur et membre actif du Forum pour le développement du Sud-Ouest, l'homme que tout le monde pleure aujourd'hui a par ailleurs occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration burkinabé. Entre autres, directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, conseiller juridique à la présidence du Faso, premier président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkouroun, le professeur sera ensuite nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Tchad en 2018, poste qu'il occupera jusqu'à son rappel à Dieu le 11 juin dernier. Le professeur Benoît Kambou laisse derrière lui une veuve, deux orphelins et toute une famille inconsolable. Dans l'actualité hors de chez nous, l'ex-président égyptien Mohamed Morsi est mort après une audition au tribunal au Caire à la suite d'un malaise. L'ex-dirigeant a été porté à la tête de l'Égypte en 2012 après la révolte qui a conduit au départ d'Hosni Moubarak. Mohamed Morsi a lui-même été renversé en 2013 par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi. Mohamed Morsi est mort. L'ancien président égyptien est décédé ce lundi après une audition au tribunal du Caire. Selon des sources sécuritaires et judiciaires, c'est en pleine comparution devant les juges que Mohamed Morsi, 67 ans, aurait fait un malaise. Emmené à l'hôpital, il y est décédé un peu plus tard.
Il avait été élu en 2012 premier président de l'ère post-Moubarak. Mais un an plus tard, après de gigantesques manifestations, il est renversé par l'armée. Nous sommes en juillet 2013. La répression anti-frères musulmans commence et c'est le général Abdel Fattah al-Sisi qui se fera élire président. Mohamed Morsi a été poursuivi, entre autres, pour espionnage, incitation à la violence, falsification de candidature ou assassinat. Lui est attendu dans un tribunal dès la semaine prochaine. Omar El-Béchir a été déféré ce dimanche au parquet pour corruption et détention illégale de devises étrangères. Ce fut à Khartoum la première apparition publique de l'ex-président du Soudan depuis sa destitution par l'armée en avril dernier sous la pression de la rue. Le président déchu du Soudan, Omar El-Béchir, a été conduit dimanche au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum, où il a été vu pour la première fois en public depuis sa destitution en avril sous la pression de la rue. Béchir a été conduit au parquet pour que lui soient présentées officiellement les accusations qui pèsent contre lui. Les principes du bureau du procureur ont été présentés à l'accusé, l'ancien président Omar Hassan Ahmad al-Bashir, et une accusation a été portée en vertu des articles 5 et 9 concernant la possession de monnaie étrangère, ainsi que l'article 6 concernant les ressources acquises illégalement. Samedi, le procureur général a précisé que M. Béchir devrait répondre de corruption et possession illégalement de devises étrangères. M. Béchir fait aussi l'objet de poursuites pour des meurtres de manifestants durant la répression de la contestation née en décembre. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, M. Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum à la suite d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.